Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, j'essaye de méditer sur ma respiration. Du coup, j'applique quelques conseils que j'ai pu lire sur internet. Bon, ok, je vois qu'il y a pas mal de choses à mettre au clair. Générique. Effectivement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, pour commencer à méditer, il est bien de méditer sur sa respiration, parce qu'elle va apporter énormément de choses en termes de sensations. Par contre, je pense qu'il est d'abord important de vous expliquer ce qu'est la respiration, les mouvements qu'elle va induire et ce qu'elle va procurer en termes de sensations avant qu'on se lance dans des exercices tels que celui-ci. Alors pour commencer, on va se concentrer sur le mouvement. Ferme les yeux et dis-moi, quand tu inspires, qu'est-ce que tu ressens? Bah quand j'inspire, mes poumons se gonflent, donc ma cage thoracique se soulève, normal non? Eh bien tu es comme 90% de la population mondiale. Tu as une respiration que l'on appelle thoracique, alors que celle-ci n'est ni la plus naturelle, ni la plus efficace, ni la plus relaxante. En revanche, celle qui l'est, c'est la respiration abdominale. En fait, la respiration est principalement due à un muscle, le diaphragme. Et ce diaphragme est premièrement très important parce qu'il va constituer la seule barrière entre notre thorax et notre abdomen, mais c'est aussi grâce à lui que vous allez pouvoir respirer. Alors le diaphragme, déjà premièrement, c'est important de préciser que c'est un muscle. Les muscles, lorsqu'ils se contractent, vont produire un rapprochement des deux os qu'ils relient. Mais dans le cas du diaphragme, c'est un peu plus compliqué. Donc lorsqu'il se contracte, il va s'abaisser et pousser ainsi les organes de l'abdomen vers le bas. Et donc vu qu'ils vont clairement pas sortir par... Enfin, vous voyez quoi. Le ventre n'a plus qu'à se gonfler simplement. Se gonfler jusqu'à un certain point où l'abdomen ne va plus se laisser ni dilater ni compresser, mais le diaphragme va continuer à se contracter, engendrant ainsi un nouveau mouvement. Les côtes basses vont s'écarter et les côtes hautes vont se soulever. Attends, je vais essayer. Du coup, d'abord le ventre, puis après quand j'en peux plus, les côtes basses et ensuite les côtes hautes, c'est ça? Ok. Ah ouais, effectivement, j'ai eu l'impression d'inspirer bien plus d'air que ce que j'arrive à faire d'habitude. Et tu sais ce qui est ironique dans tout ça? C'est que les êtres humains, à avoir pour la quasi-exclusivité une respiration abdominale, sont les bébés. Et pour les adultes, effectivement, c'est l'inverse. Tout le monde respire plus ou moins avec son thorax. Et ça, c'est uniquement à cause du stress. Le stress va en fait stimuler notre système nerveux végétatif pour augmenter notre consommation d'oxygène sur le court terme, et ça va provoquer un allaitement. Normalement, cela cesse au repos, mais si l'événement stressant est particulièrement traumatisant, l'hyperstimulation du système neurovégétatif ne va pas cesser, et les muscles inspirateurs accessoires vont augmenter leur tonus de base et se contracter à tous les cycles respiratoires, ce qui va pouvoir provoquer des tensions dans ta nuque, dans tes épaules et dans ton dos, et même dans ton thorax. Attends, les muscles inspirent à quoi? Alors je vais répondre à ta question par un nouvel exercice. Ferme les yeux, concentre-toi bien et prends une respiration maximale. Mais par contre, ce coup-ci, pense à le faire aussi avec ton ventre. Ne ressens-tu pas quelques douleurs qui paraissent être musculaires? Ouais, là ici dans les trapèzes. Et ben voilà, les trapèzes font partie des muscles inspirateurs accessoires. Ces muscles sont là pour aider le diaphragme dans son rôle d'inspiration quand la demande du corps en oxygène va augmenter. Mais ça doit être le cas que à l'effort. Parmi ces muscles, on peut citer les trapèzes, les interscapulaires, les paravertébraux, les pectoraux et les intercostaux. Et c'est à cause de ces muscles que tu auras des douleurs lorsque tu essaieras d'avoir des respirations maximales. Ces muscles sont contracturés, ou noués si vous préférez, à cause du stress et des mauvais schémas de respiration qui sont installés depuis des années. Mais attends, il y a aussi autre chose. Quand j'inspire à fond, je sens comme un blocage dans le dos, un peu comme si j'avais une vertèbre de bloquée. Ah, on y vient. Alors, concentre-toi à nouveau sur les mouvements induits par ta respiration et dis-moi encore une fois, qu'est-ce que tu ressens? Ok, j'essaie. Ventre, côte basse, côte haute. Ah, et j'ai l'impression que mon dos se redresse un petit peu aussi, non? Exactement. En fait, tout le mouvement de la cage thoracique provient des 24 articulations entre les vertèbres et les côtes à l'arrière dans le dos. Ces articulations permettent aux côtes d'avoir qu'un petit mouvement de rotation autour de leur axe, mais avec l'association des 24 dans le dos, cela permet au thorax de s'élargir dans les 3 plans de l'espace, la largeur, la longueur et la hauteur. Du coup, il est possible que tu ressentes ce genre de blocage dans le dos. Et t'inquiète pas, c'est simplement un manque de mobilité de ton articulation. Et ça reviendra tout seul quand tu progresseras dans tes méditations. Attends, depuis tout à l'heure, tu parles que des muscles qui servent à inspirer. Mais il n'y en a aucun qui sert à expirer? Alors si, mais pas vraiment.
En fait, c'est les abdominaux qui vont servir à expirer. En se contractant, ils vont resserrer le ventre et repousser le diaphragme vers le haut. Mais ça, c'est qu'en cas d'expiration forcée. Normalement, notre poumon revient tout seul à un point d'équilibre parce qu'il a une sorte de petite élasticité. Et c'est que au-delà de ce point d'équilibre que les abdominaux vont vraiment servir à expirer. Alors maintenant, on va passer à un nouveau type de ressenti, celui du cheminement de l'air à l'intérieur de nous. J'imagine que tu en as déjà une petite idée. Bah oui, l'air entre par le nez, passe par la trachée pour arriver jusqu'au poumon. Alors oui, c'est ça, mais il manque quelques détails. L'air va en fait rentrer par le nez ou par la bouche. L'avantage d'inspirer par le nez, c'est qu'on a des poils qui sont là pour réchauffer l'air afin que l'air froid ne contracte pas par réflexe nos voies aériennes. Pour arriver dans le pharynx, puis dans le larynx au niveau de la gorge, et l'air va donc passer dans la trachée. Cette trachée va se séparer en deux bronches principales, une pour chaque poumon, et ces bronches vont ensuite se diviser en différentes petites bronchioles jusqu'à arriver au microscopique alvéole pulmonaire. Et si on regarde bien, ça ressemble un petit peu à un arbre inversé, où la trachée serait le tronc et les alvéoles pulmonaires sont les feuilles de l'arbre. D'ailleurs, on l'appelle l'arbre bronchique, médicalement parlant. Et ces alvéoles sont comme des petits sacs d'air microscopiques qui vont permettre des échanges entre l'air extérieur et le sang. Et c'est donc là que va se faire les échanges entre le dioxygène et le dioxyde de carbone. C'est la première étape de la respiration. Première étape? Mais ça continue après peut-être? Bah oui, le but de la respiration, c'est d'oxygéner notre corps. Et le chemin de l'oxygène ne s'arrête pas là. Il va être ensuite porté à toutes les cellules de notre corps grâce à la circulation sanguine. Et bizarrement, la circulation sanguine, c'est la deuxième étape de la respiration. Et c'est pas la dernière? Non, en effet, il reste une dernière étape. Une fois arrivé à la cellule, l'oxygène doit se rendre à la mitochondrie. Et là, c'est en elle que va se produire un mécanisme purement chimique qui va servir à produire l'énergie brute de tous les êtres vivants, le cycle de Krebs. Coucou les passaises, bon courage pour le concours! Et ce cycle de Krebs n'a besoin que de glucose et d'oxygène pour fabriquer des molécules d'ATP. Et l'ATP, c'est juste le carburant du vivant. Toutes les protéines de toutes les cellules en ont besoin pour assurer leur bon fonctionnement. Et le seul inconvénient à tout ça, c'est que ça va produire du CO2 qui va être expulsé par les voies aériennes et de l'oxaloacétate qui est une molécule qui va servir dans un nouveau cycle de Krebs. Mais c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient en fait. Oh, tu t'égares pas un peu là, non? Oui, c'est vrai que je me suis un petit peu emballé, mais en même temps, c'est la dernière étape de la respiration. Fallait au moins l'évoquer. Ah bah enfin! Donc on voit bien là toute l'importance de la respiration et pourquoi avoir une bonne oxygénation est primordial. En effet, le manque d'oxygène génère de la fatigue, du manque de concentration, des maux de tête, de l'irritabilité, des crampes musculaires et des haters. A l'inverse, une bonne oxygénation permet d'accroître sa vigilance et sa mémoire, de renforcer son système nerveux et son système immunitaire et d'améliorer nos performances physiques ainsi que notre récupération musculaire. Ok, ça pourrait expliquer beaucoup de choses, mais avec tout ça, sur quel ressenti je peux méditer du coup? Alors d'abord, pour commencer, il faut que tu saches que l'innervation consciente de tes voies aériennes s'arrête au niveau du larynx, c'est à peu près au niveau de la pomme d'Adam. Au-delà de ce point, tu sentiras plus le passage de l'air intérieur de toi. Mais jusqu'à cet endroit, tu peux. Et donc une dernière fois pour cette vidéo, ferme les yeux et concentre-toi bien. Concentre-toi sur l'air qui rentre par tes narines et parcourt tes voies aériennes jusqu'à ton larynx. Cet air est froid au départ et va se réchauffer petit à petit. Ensuite, expire et ressens cet air se flux en sens inverse. L'air est plus chaud parce qu'il a été réchauffé par les poumons. En faisant cela pendant plusieurs minutes, vous pourrez déjà ressentir une profonde relaxation s'installer. Et sinon, on pourrait aussi méditer sur la force vitale émise par la totalité des cellules de notre corps lors de la respiration, mais on n'en est pas encore là. À présent, je vais vous résumer comment faire pour améliorer votre respiration grâce à la méditation. Mais d'abord, observez ceci, c'est une courbe de spirométrie volumétrique. La spirométrie, c'est ce qui concerne les mesures de la respiration et ici, c'est les volumes qui sont mesurés. On peut donc observer que le volume courant, celui qui est utilisé pour respirer en dehors de tout effort ou stress, se situe ici et il représente à peu près 500 ml. Mais on peut mobiliser jusqu'à 5 litres d'oxygène dans nos poumons. Et effectivement, le volume de réserve inspiratoire, donc ce qu'on peut inspirer au maximum, se situe ici à 3 litres. Et on peut aller jusqu'au volume de réserve expiratoire en soufflant au maximum et il se situe à 1,2 litres en dessous du volume courant. Bon alors dis-moi, si tu as bien tout suivi, tu serais capable de conclure la vidéo? Ok, je suis chaud. Alors quand on veut commencer à méditer, déjà la première chose à faire c'est respirer avec le ventre parce que ça va détendre énormément et réduire le stress.
Ensuite, vu qu'on sera moins stressé, on aura moins toutes ces douleurs dans le dos à cause de la respiration et donc on pourra avoir une complète mobilisation ventre, côte basse, côte haute. En plus de ça, c'est aussi important de se concentrer sur le mouvement de l'air parcouru à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, pour améliorer notre respiration, il faut qu'on essaye de rechercher le VRI, le volume de réserve inspiratoire. Bon allez, je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, médite à tout. Faire abstraction de la douleur. Abstraction de la douleur.